Te préparer au brevet TNT1, épisode numéro 3, physique chimie, c'est ma base, c'est super, n'est que comme un œil. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc de la série se prépare au brevet et donc le troisième épisode de cette série dans lequel nous allons parler de la physique chimie et plus précisément nous allons effectuer le sujet de physique. Ok. Alors donc le sujet de physique je vais plus ou moins corriger. Donc si vous voulez voir le sujet de physique sans la correction et donc que c'est bien distinct, du coup vous pouvez également aller voir la description de la vidéo. Normalement vous aurez un petit lien qui sera affiché, vous pourrez cliquer sur ce petit lien et normalement vous avez le même sujet mais retapé sur l'ordinateur. Comme ça au moins vous n'aurez pas les réponses directement sur les schémas, parce que du coup en fait il y a un schéma dans le sujet mais qui est déjà complété. Donc là pour éviter que vous croyez qu'il n'y a rien à compléter ou à faire, du coup je retaperai le sujet sur l'ordinateur et je vous mettrai ça donc en lien dans la description de la vidéo. Ok. Donc bon, s'il n'arrive pas aujourd'hui, normalement il arrivera demain ou dans la semaine. Ok. Mais en tout cas bon, je vais essayer de faire vite pour retaper ce sujet sur l'ordinateur. Donc ici dans le sujet de brevet donc de physique chimie, ça part de l'univers. Alors donc pour l'instant très honnêtement vu qu'il y a une réforme du brevet il n'y a pas longtemps, donc en 2016, après le premier brevet nouveau qui s'est passé c'était en 2017. Donc le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant on a un seul sujet de physique. Ok. Dans tout ça on n'a qu'un seul sujet de physique. Après donc les autres sujets de physique c'est des sujets inventés. Ok. C'est-à-dire donc celui qui est le sujet 0 donc de l'éducation nationale, c'est un sujet inventé, c'est pas un vrai sujet qui est tombé. Ok. Oui, parce que les sujets inventés il y a plus de questions que dans le vrai sujet. Dans le vrai sujet normalement, si je me trompe pas, il y a entre 2 à 4 questions. Ok. Alors bon, dans les sujets inventés on peut mettre un petit peu plus pour justement que vous puissiez bien exploiter les documents et ainsi de suite. Donc voilà. Donc du coup le sujet de physique j'ai essayé de le faire comme j'ai pu à l'aide de choses que on connaît et donc je l'ai fait sur une thématique commune. Ok. Donc du coup la SVT et la techno, bon je vais essayer que ça se rapporte à peu près au même sujet global qu'est l'univers. Ok. Voilà. Et d'ailleurs le sujet de maths, il y a un exercice donc qui se rapporte également donc sur l'univers. Ok. Ouais. Donc sur les ordres de grandeur et ainsi de suite. Donc bon, alors là c'est pareil aussi, donc je vais vous parler rapidement quand même de comment c'est fait les sujets de sciences au brevet. Après donc nous allons faire le sujet, mais je vous en parle quand même de comment c'est fait, parce que on croit toujours que les profs savent toujours en fait, qu'est-ce qui va tomber au brevet. En réalité les profs ils savent pas vraiment ce qui va vous arriver quoi. C'est-à-dire en gros les sujets de sciences qui vont tomber au brevet, on le sait qu'au mois de avril voire mai. Ok. Bon, au pire on peut le savoir en juin, mais je veux dire à partir de fin avril début mai, c'est là on sait globalement les sujets de sciences qui vont tomber. Alors pour l'instant on le sait pas, qu'est-ce qui va tomber cette année. L'année dernière donc en 2017-2018, donc sur le brevet 2018 c'est tombé donc le sujet SVT techno. En 2017 donc c'est tombé donc la SVT la physique. Ok. Donc là normalement en 2018-2019 devrait tomber techno et physique, mais après on sait pas vraiment qu'est-ce qui va tomber, puisqu'en réalité c'est un tirage au sort qui est effectué. Ok. Et c'est de là qu'on sait justement qu'est-ce qui se passe. Ok. Et qu'est-ce qui va tomber. Donc ça c'est un tirage au sort malheureusement qui est effectué, et donc du coup d'année en année on peut tomber 2 fois sur le même sujet en fait. Ok. Donc on peut très bien retomber sur du SVT physique ou sur du SVT techno. Et là c'est là aussi bien problématique, c'est que chaque année en fait on est obligé de refaire à nouveau donc des sujets communs. Ok. Alors maintenant, avant il y avait les maths aussi qui étaient communs aux sciences, donc vous aviez maths physique SVT, maths physique techno, maths techno SVT qui étaient communs. Maintenant vous avez juste les sujets de sciences qui sont communs. Ok. Bon, mais maintenant vous allez me dire pourquoi j'ai fait un sujet de maths qui est quand même commun au sujet de sciences. Parce qu'en réalité le sujet de maths je l'ai rédigé un petit peu plus tard que le sujet de physique SVT techno. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas mettre un petit peu un truc commun. Ok. En réalité donc les sciences, donc SVT physique techno, et donc justement le sujet de maths, vous ne passerez pas également ces 2 épreuves en même temps et le même jour. C'est-à-dire le sujet de maths vous allez passer ça le premier jour, et le sujet physique SVT ou techno vous passerez ça le deuxième jour. Ok. Donc récapitulons déjà l'organisation. En gros brevet vous avez 3 sujets possibles. Ok. Soit maths, soit physique
soit techno ou soit SVT. Et parmi ces 3 sujets possibles, vous avez 2 qui seront tirés au sort, ok? Et ces 3 sujets, en réalité, on les rédige maintenant, c'est-à-dire dans cette époque, à cette période-là. Et après, justement, ils sont envoyés. Et une fois qu'ils sont envoyés à l'éducation nationale, il y a un espèce de tirage au sort qui est effectué. Et c'est là, justement, qu'on sait quelles matières qui vont tomber. Et après, c'est annoncé au public, ok? Qui savent qu'est-ce qu'ils doivent réviser. Alors, conseil, mine de rien là-dessus, c'est pas le dernier mois qu'il faut réviser, ok? C'est pas de mai à juin qu'il faut se mettre à taffer au maximum. Il vaut mieux taffer toute l'année tranquillement. Au moins comme ça, même si la physique par exemple ne tombe pas cette année, ou la SVT ou la techno ne tombe pas cette année, au moins vous êtes content d'avoir taffé quelque chose, ok? Donc il faut essayer de taffer mine de rien, ok? Pas parce qu'on vous dit un mois à l'avance qu'est-ce qui va tomber, qu'il faut se mettre à tout taffer maintenant. Parce que en plus ce brevet, ça prend en compte vos dernières années de collège. Alors donc maintenant revenons au sujet donc de physique, ok? Donc là du coup vous pourrez également donc vous entraîner avec des vrais sujets qui ont été vraiment faits. Donc il y en a un de Pondichéry donc qui a été donné en Inde il y a donc 2 ans pratiquement aujourd'hui. Après il y en a un autre qui a été donné aux États-Unis, donc c'était sur la santé. Après vous en avez un autre qui a été donné en France, c'était sur l'énergie, ok? Donc vous pourrez également aller vous entraîner sur des sujets comme ça, parce que bon, je vais peut-être pas avoir le temps de faire plusieurs sujets de physique, ok? Déjà là cette année je pense en faire au moins 2 minimum, mais après je vais essayer d'en faire un peu plus que 2. J'espère au moins faire un troisième vrai sujet, ok? Là les 2 premiers ce seront des sujets inventés par moi-même, donc avec des questions type brevet. Mais après le 3e je vais essayer de prendre un vrai sujet, donc le sujet de France notamment qui est tombé il y a donc 2 ans sur l'énergie. Bon, alors là, aujourd'hui, comme je vous ai dit dans le titre de la vidéo, on va parler de l'univers, de son organisation et donc de sa formation également. Donc du coup, l'univers que vous connaissez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que en réalité, quand on connaît que 4% du système solaire et après on s'appelle à dire je connais l'univers, on est un peu nul, hein. Quand on connaît, parce que l'univers, en gros, si je vous donne un ordre de grandeur, c'est tout simplement des millions, enfin des milliers de milliards plus grand donc que le système solaire, ok? C'est-à-dire c'est 10 puissance 14 plus grand que le système solaire, ok? Donc en gros voilà, hein. Donc je dis bien entre guillemets quand on dit l'univers que vous connaissez. Donc l'univers entre guillemets que vous connaissez s'est formé il y a 13,7 milliards d'années lors d'une explosion nommée le Big Bang. Cette explosion donc c'est une explosion qui décrit le mieux l'univers, ok? Et donc, justement, cette explosion va faire agrandir l'univers, qui va passer d'un petit point en un vaste espace, ok? Voilà. Ce phénomène, mine de rien, faut pas croire, mais c'est un phénomène qui a mis du temps afin de former tout ce que nous connaissons. Ça a mis des millions, voire des milliards d'années pour former les galaxies, les planètes et les étoiles, ainsi de suite, ok? Tout ce que vous connaissez actuellement. Après donc cette explosion, mine de rien, se sont créés pas mal de petites choses également. Se sont créés donc des protons et des neutrons qui s'associent entre eux pour former des noyaux. Après donc, suite à une diminution de la température, donc vous voyez, vous avez les protons, les neutrons qui vont s'associer pour les noyaux, et vous avez les électrons qui vont s'associer pour former les atomes, ok? Mais là maintenant, une question que l'on va se poser, et c'est tout à fait normal qu'elle se pose la question, et puis bon, ça permet de vous faire comprendre ici, si vous avez bien compris le sujet, c'est justement, quel est l'âge de l'univers et comment est-il formé, ok? Et de quoi est-il formé, voilà. Voilà, donc ça c'est la question de Lou, donc quel est l'âge de l'univers et donc comment est-il formé? Alors là on pourrait supposer éventuellement qu'après on aura à répondre à cette question là, donc bon, faut avoir quand même bien lu les documents. Alors là on vous donne 2 documents, ici un modèle du Big Bang, alors là je vous l'ai dessiné très rapidement, voilà, parce que j'ai décalqué mais j'ai pas remis les couleurs, parce qu'en réalité au brevet vous n'aurez pas les documents, enfin c'est rare que vous ayez les documents en couleur. Alors là je vais vous donner quand même des petites choses. Ces petites choses, ça ressemble à des brevets, donc c'est des contrôles communs qu'on nous fait passer en 5e et en 4e, mais donc ça ressemble, c'est pas le brevet quoi. Donc je vais quand même vous montrer des petites choses éventuellement que vous pourrez avoir à passer et donc sur quoi à quoi ça pourrait ressembler éventuellement, mais je veux dire bon, bien évidemment c'est pas le brevet. Donc là je vais vous montrer un des sujets qu'on a dû passer en SVT par exemple, si je le retrouve, voilà. Donc le sujet d'SVT, je vais sortir de ta feuille. Enfin du classeur plutôt, parce qu'en réalité nous on travaille sur classeur, donc du coup il faut sortir les choses des classeurs. Voilà, alors nous on a dû passer un sujet de SVT qui était, je trouve, un petit peu difficile mine de rien, parce que bon, j'avoue que ce sujet me paraissait très dur, et quand je l'ai vu, j'ai eu mal, hein.
Voilà, voilà. Donc du coup, ce sujet-là, c'était un sujet de SVT sur les plaques tectoniques, des choses comme ça. Donc on nous parlait de la cordillère des Andes. Ici, vous avez donc les mesures de flux géothermique sur Terre, là, sur la planète à l'échelle mondiale. Ici, un petit texte qui raconte un petit peu la cordillère des Andes, qu'est-ce que c'était. Ici, donc, une coupe justement de la bordure pacifique des Andes, ok. Donc c'est une coupe ouest-est. Donc ici vous avez l'est, ici l'ouest, et du coup vous avez une coupe un petit peu représentative, ok. Et après vous aviez tout plein en fait, deux questions. Donc vous en aviez 4. Et donc ces 4 questions, mine de rien, quand vous les regardez bien, donc du coup je vous supprime le sujet parce que bon, ça sert à rien, vous le regardez, parce qu'en réalité j'ai jamais les réponses dessus. Mais en gros, bon, sur ce sujet-là, on avait 4 questions, et ces 4 questions en vrai, ça ressemblait à des questions de type brevet. C'est-à-dire au brevet, on va vous demander un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire vous avez un document, on va vous demander par exemple d'expliquer en quelques phrases le lien entre la distribution du flux géothermique et le découpage de tout ça en plaques. Ok, c'est un truc comme ça qu'on nous a demandé. Après, on pourrait éventuellement vous demander de nommer des légendes, ok, ce qui a été demandé également. Ensuite, d'expliquer encore des choses, et après d'arriver à une conclusion finalement, ok. Voilà, c'est ça qui nous est arrivé, ok. D'abord, en gros, on nous demandait d'analyser un peu les documents, d'expliquer un certain nombre de choses à partir du cours que nous avions fait et du document, et après éventuellement, tout simplement d'arriver à une conclusion. Voilà, en gros, tous les sujets de sciences, ils sont un petit peu faits de la même manière. Donc c'est pour ça, bon, je vous dis, le sujet de sciences, ça demande quand même de l'entraînement également. Donc bon, c'est pour ça, moi, je vais pas faire trop de sujets. Enfin, je pourrais pas, de toute façon, faire trop de sujets de sciences. Parce que bon, voilà, les sciences, c'est pas le truc le plus important non plus au brevet. C'est noté que sur 50 points. En plus, c'est divisé en 2, donc 25 points par épreuve. Donc voilà. Mais il faut tout de même s'entraîner, ok? Notamment, je pense en SVT, où là, il faut bien rédiger et savoir rédiger correctement. Parce que sinon, ça passe pas, quoi. Donc, ici, vous avez un modèle du Big Bang, ok. Ensuite, vous avez éventuellement quelques dimensions que je vous laisse analyser tranquillement. Et puis ensuite, ici, je vais quand même je vais bien analyser avec vous également. Le 10 puissance 11 mètres, donc la distance Terre-Soleil, 1 UA, ok, UA, pardon, ça correspond à une unité astronomique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le système solaire, on ne part pas en millions de kilomètres, ok, puisque les distances généralement sont en millions, voire milliards de kilomètres. De ce cas-là, on parle en unité astronomique. Ça évite de se trimballer plein de zéros. Ça évite, ça évite tout plein de choses. Là, au moins, en unité astronomique, on est clair, hein. Si une planète est 4 fois plus grosse que la Terre, on verra tout de suite en unité astronomique, plutôt que le voir en millions ou en milliards de kilomètres. Ouais, mais vous allez me dire, on pourrait éventuellement faire du calcul mental. Oui, on pourrait éventuellement faire du calcul mental. Sauf que le jour du brevet, vous voyez, si on vous demande un truc comme ça sur le système solaire, vous allez pas vous mettre à faire du calcul mental, voir si une planète est 4 fois plus grosse que la Terre. Donc bon, du coup, on parle en unité astronomique. Bon, maintenant donc les questions viennent, ok. Donc là, je vais répondre très rapidement aux questions. Voilà. Donc vous pourrez après donc essayer de analyser correctement les documents. Et puis après de répondre à nouveau aux questions à partir des réponses que je vais vous donner, ou du moins d'éléments de réponse, ok. Alors là c'est pareil, au niveau des phrases en physique, il faut quand même essayer, je vous dis pas de faire ça parfaitement, parce que bon, on peut se tromper, mais il faut essayer de pas faire trop de fautes d'orthographe, parce que dans le sujet de physique, comme dans le sujet d'SVT, comme dans le sujet de techno, depuis 2 ans, parce qu'avant il n'y avait pas de sujet de science, hein, faut vous la mettre, avant on n'avait pas le sujet de science, on avait un autre sujet, c'était l'histoire de l'art. Maintenant, on a un sujet de science, donc du coup, il y a un autre truc aussi qui a été mis en place avec le sujet de science. Avec le sujet de science, non seulement c'est nouveau, l'épreuve de science, c'est très récent, et du coup, non seulement l'épreuve est récente, et de deux, il y a un truc aussi qu'il faut faire gaffe, et ultra gaffe, c'est franchement, quand vous rédigez, évitez de faire des fautes d'orthographe. Parce que justement, vous avez des points qui sont spécialement attribués à la langue française, ok. C'est-à-dire le brevet au total est noté sur 50 points en sciences, mais après vous pouvez avoir éventuellement 5 petits points qui vont traîner juste pour la langue française, ok. Ça dépend. Nous, dans nos épreuves communes, en gros vous avez 17, par exemple, quand l'épreuve est notée sur 20, vous avez 17 points pour le sujet, donc si vous avez bien rédigé, si vous avez bien taffé, et après vous avez 3 points pour la langue française, et voilà, et tout ça. Alors là, je vous dis également, en physique, vous aurez droit à la calculatrice. Par contre, SVT techno, ça dépend, vous n'aurez pas droit à la calculatrice, ok. Alors SVT, oui, ça dépend un petit peu. Ça, si vous avez des calculs à faire et qu'on voit que c'est dur à faire, vous pouvez le faire à la main, vous pourrez le faire à la calculatrice. Techno, c'est rare que vous ayez des calculs à faire, donc du coup, vous n'aurez pas droit à la calculatrice, je suppose. Mais après, donc, physique, c'est sûr, les 3 quarts du temps, vous aurez droit à la calculatrice, ok. Même au bac de physique,
si ça change pas trop d'ici là, parce que là on est encore dans la réforme, hein, donc dans une réforme du lycée, donc je ne sais pas encore comment seront les futurs bacs du physique-chimie, mais même au bac de physique, si les épreuves n'ont pas changé, vous aurez droit donc à la calculatrice également. Bon, question 1, donc, que signifie 10 puissance 27 mètres? Écrire ce résultat en kilomètres. Donc là, il y en a qui vont donner des réponses mathématiques, il y en a qui vont donner une réponse plutôt sur document. J'accepte les deux, ok? Et après, donc, deuxièmement, écrire le résultat en kilomètres. Là, c'est pareil, et il faut bien lire les questions, ok? Par exemple, dans une question, vous pouvez avoir deux questions, en fait, ok? C'est fait exprès, c'est pour que vous analysez bien les documents que vous avez. Donc là, 10 puissance 27 mètres. Ça correspond à la taille estimée donc de l'univers observable. Ce qui correspond également à 10 multiplié par 10 multiplié par 10, 27 fois. Ou ce qui correspond à 1 suivi de 27 zéros. Donc voilà. Donc si il y en a qui veulent voir comment je rédige ça, et ben du coup je rédige ça tout simplement. 10 puissance 27 mètres, 10 fois 10 fois 10 fois 10. En gros 27 fois, donc avec 27 facteurs. C'est un 1 suivi de 27 zéros. Ça correspond donc à la taille de l'univers observable. Donc également, pour convertir maintenant le résultat en kilomètres, donc on va se rappeler que dans un kilomètre, il y a 10 puissance 3 mètres. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple 1 mètre, et ben ça va correspondre à 10 puissance moins 3 kilomètres, ok? Donc du coup, 10 puissance 27 mètres, ça correspond, pour le convertir en kilomètres, il faut faire 10 puissance 27 divisé par 10 puissance 3, ce qui fait 10 puissance 24 km, ok? Et donc ça correspond en fait à la taille de l'univers que vous pouvez observer, ok? Bon, question 2, donc on vous demandait de compléter le tableau donné en annexe, d'exprimer en nanomètres le rayon d'un atome. 4 points. Alors, rayon d'un atome, on regarde bien le sujet, il est donné normalement, voilà, rayon d'un atome, 10 puissance moins 10 mètres. Et donc ça correspond au rayon d'un atome. Donc le nanomètre, on se rappellera que le nanomètre, ça correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Donc du coup, pour trouver en gros le rayon de cet atome en nanomètres, il faut tout simplement faire 10 puissance moins 10 divisé par 10 puissance moins 9. Ce qui veut dire qu'on trouve 10 puissance moins 1, quoi? 10 puissance moins 1 nanomètres, ok? Donc là, on met la bonne unité, bien évidemment, ok? Alors d'ailleurs, il y a un petit truc que je vais vous dire tout de suite. NM, nanomètre, et l'espèce de chelou que j'allais faire tout à l'heure, ça correspond au micromètre, ok? Donc je vous le mets également. Mais micromètre, donc ça correspond à 10 puissance moins 6 mètres, hein? Donc du coup, voilà. Ici, donc c'est nanomètre. Ici, c'est micromètre, ok? Donc voilà. Bon, on peut également dire tout simplement que 10 puissance moins 10 mètres, ça correspond directement à 10 puissance moins 1 nanomètre, ok? Donc 0,1 nanomètre également, ok? Donc là, deux manières de rédiger, vous voyez. Soit vous rédigez directement de manière calculatoire, vous dites que dans un nanomètre, il y a 10 puissance moins 9 mètres. Donc du coup, 10 puissance moins 10 divisé par 10 puissance moins 9, ça donnera 10 puissance moins 1 nanomètre. Ou sinon, vous rédigez comme ça de manière très rapide, ok? Tout dépend en fait de votre manière de rédaction, ok? Ou éventuellement, vous pouvez également, troisième méthode, faire un bon vieux petit produit en croix, mais bon, voilà quoi. Faut pas se tromper, faut surtout pas se tromper, ok? Voilà. Bon, également, vous demandez de compléter le tableau donné en annexe. Donc le tableau donné en annexe, en gros, c'était ceci. Donc vous aviez, je vais afficher ça correctement, un tableau avec des préfixes et donc des puisseurs de 10 et le symbole mathématique. Donc ici, quand vous avez le symbole G, ça correspond à giga, donc à 10 puissance 9 de l'unité, ok? Ensuite, le méga correspond à 10 puissance 6 et donc il a un symbole M. Kilo de 10 ayant pour puissance de 10 puissance 3, ça correspond donc à un préfixe de kilo et un symbole K. Pour le 10 puissance 0, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire vous n'avez pas de préfixe, ça dépend de l'unité que vous choisissez. Et le symbole, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire ça dépend de l'unité que vous choisissez. Ok, si vous choisissez des mètres, par exemple, ça va être M ici que vous aurez. Et dans ce cas-là, le préfixe, ce sera des mètres, tout simplement. Ensuite, le milli, ça correspond à 10 puissance moins 3. Et ça correspond à un symbole M. Le nano correspond à 10 puissance moins 9 de l'unité. Et ça correspond donc à N. Ok. Quand j'ai rajouté le M tout à l'heure, ça veut dire mètre, ok? Le N lui-même, ça veut dire nano. Après, micro, donc de puissance de 10 puissance moins 6, correspond à un symbole, un espèce de U chelou. C'est-à-dire le U que je vous ai dessiné avec un M derrière, ça veut dire micromètre. Mais donc quand vous avez juste U comme ça, ça correspond à micro. Donc 10 puissance moins 6. Alors on va répondre directement à la question bonus également. Donc question bonus, on me demandait combien y a-t-il de sortes d'atomes. Donc là,
il y a deux types de réponses qui peuvent être acceptées, soit 120 sortes d'atomes environ, ou soit on répond directement 118 sortes d'atomes, ok? Voilà, donc entre 118 et 120 sortes d'atomes. Ça, c'est des réponses acceptées, ok? C'est-à-dire, 120 sortes d'atomes environ, ça passe, mais si vous voulez répondre précisément, c'est 118 sortes d'atomes. 118 sortes d'atomes, d'ailleurs, qui sont répertoriées dans un tableau de classification périodique des éléments, ok? Donc le tableau de Mendeleïev, quoi, que vous avez dû apprendre tous normalement, avec le plomb, tout ça, ok? Avec l'hydrogène et tous ces atomes-là. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais vous l'afficher dans quelques secondes. Voilà, donc ici, il s'agit du tableau de Mendeleïev, du nom de Dimitri Mendeleïev, un russe, donc, des années 1850 à peu près, qui a découvert ce tableau-là, et donc a établi ce principe, en fait, de classer les atomes, parce qu'il en avait marre qu'on écrive d'ailleurs le nom des atomes en entier. Bon, vous voyez, en plus d'une langue à une autre, ça a changé. Là, moi, tableau des Mendeleïev, il y a une seule langue, quoi. C'est simple, basique, et c'est pas compliqué à apprendre, vous voyez. Donc là, vous avez normalement tous les atomes que vous devez connaître qui sont surlignés en jaune, ok? Hydrogène, hélium, carbone. Là, vous avez l'azote, vous avez l'oxygène, le néon. Également, ici, vous avez le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le soufre, le chlore, l'argon, le potassium, le calcium, le titane, le fer, le cobalt ici, le nickel, nickel comme un œil, c'est pour ça que j'ai tout en ça. Le cuivre, Cu, le zinc, Zn. Donc ici vous avez l'argent, donc Ag, vous avez le platine, Pt, l'or, donc Au. Alors là vous pouvez l'apprendre, mais bon, c'est même conseillé de l'apprendre, mais là on n'était pas obligé de l'apprendre, le mercure, Ag, et le plomb, donc Pb, ici que vous voyez, l'uranium, U, et le plutonium, Pu. Voilà, donc là c'est les principaux atomes qu'il faut connaître, ok? Donc ça, ça a été surligné donc en jaune, ok? Donc ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez toujours les apprendre, c'est toujours mieux pour résoudre pour pas résoudre, mais pour équilibrer une équation chimique. D'ailleurs, dans le prochain sujet de physique, je vous l'annonce tout de suite, vous aurez une équation chimique à équilibrer, ok? Donc, je sais pas quand ta vidéo sortira, on verra. Mais en tout cas, donc, dans le prochain sujet de physique, c'est sûr, vous aurez une équation chimique à ajuster, à équilibrer, ok? Donc, c'est sûr, puisque le prochain sujet de physique, je pense, mais après, on verra, soit c'est sur l'énergie, donc un vrai sujet qui a été fait, mais je réadapterai éventuellement un petit peu. Je retaperai un petit peu le sujet parce que bon, je vais pas vous redonner le même parce que vous l'aurez très probablement déjà fait. Ou sinon, donc un autre sujet que vous connaissez pas, donc l'eau, ok? Alors c'est un sujet qui est jamais tombé, donc c'est pour cela que je vous mets un petit peu les sujets inventifs de ma part, ok? Parce que bon, c'est des sujets qui peuvent très bien tomber au brevet, hein. Parce que tout simplement, l'eau, on en parle chaque année, quoi. L'eau par-ci, l'eau par-là, l'eau par-ci, bon, vous voyez, on en parle tout le temps. Ensuite, donc, on vous demande de compléter les schémas et les tableaux. Donc, ici, vous avez un atome. Dans cet atome, ce qui tourne autour du noyau, donc, qui est composé de protons et de neutrons, ici, et ce sont les électrons que vous voyez ici, des petites boules ici. Le proton plus le neutron, on a dit tout à l'heure, ça s'est assemblé pour faire des noyaux. Et donc, le tout cet ensemble-là, donc, le noyau plus les électrons, et forme tout simplement les atomes, ok? Voilà. Alors là, c'est un truc que vous pouvez savoir. Enfin, normalement, vous êtes obligé de le savoir en troisième. Après, en quatrième, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Mais donc, au niveau des charges électriques, déjà, un proton, c'est positif. Un neutron, c'est neutre. Le noyau, du coup, il est neutre également, en général. Après, les électrons sont négatifs, ok? Donc, je répète. Électrons négatifs, protons positifs, et donc les neutrons neutres, ok? Voilà. Et le noyau, en soi, il est neutre, ok? Voilà. Donc ça, c'est au niveau des charges électriques des atomes, ok? Donc ça, vous êtes obligé, vaut mieux le savoir en troisième. Après, en quatrième, bon, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Alors, petit moyen mnémotechnique, pour ceux qui voudraient mémoriser ça parfaitement, proton positif, proton positif, ça commence par la même lettre. Neutron neutre, pareil, ça commence par la même lettre. Le noyau, on a dit que c'est neutre, donc du coup, on n'y touche pas. Et après, donc, les électrons, du coup, il reste un seul truc, c'est négatif. Donc, du coup, c'est chargé négativement, ok? Donc, ça, c'est un petit moyen mémotechnique que vous pouvez avoir. Donc, comme je disais, c'est un moyen mémotechnique que vous pouvez avoir éventuellement pour mémoriser tout ça. Donc, ici, les tableaux, pareil, il fallait compléter, en fait, soit par modèle moléculaire, soit par le symbole ou soit par nom d'atome. Alors je vais corriger ça très rapidement parce que ça franchement c'est quasiment de la leçon en fait. C'est des trucs, vous savez ça depuis la quatrième normalement, voire troisième pour ceux qui n'ont pas fait en quatrième, mais en gros c'est des trucs que vous savez normalement. Donc ici vous avez l'azote, deux symboles N, deux modèles, donc une boule bleue. Le carbone de symbole C et donc de modèle une boule noire.
L'hydrogène de symbole H est donc un modèle, une boule blanche. L'oxygène de symbole O est un modèle, donc une boule rouge. Ok. Le diazote, maintenant au niveau des molécules. Vous avez le diazote de formule N2 est donc composé de 2 atomes d'azote, donc 2 boules bleues, de dihydrogène de formule H2. Donc c'est composé pareil de 2 atomes d'hydrogène, donc de 2 boules blanches. Le dioxyde de carbone, CO2, donc à l'atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, voilà. L'eau, H2O, donc que vous connaissez tous, composé de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Le méthane, CH4, composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Voilà. Donc là, je corrige ça très rapidement. Après, si vous avez besoin de le revoir, là, c'est pareil, il vaut mieux l'apprendre en fait. C'est deux choses là principalement, avec le schéma de l'atome, c'est des choses qui s'apprennent, ok. Ça, c'est pas forcément des choses, vous serez pas forcément interrogé là-dessus, mais je veux dire, bon, c'est des choses, faut savoir ça, ok. Parce qu'après au lycée, pareil, en seconde, tout ça, on va vous redemander ces choses-là, ok. Et je crois, on va même vous rajouter des molécules telles que le propane, l'ammoniac, des choses comme ça, donc bon, vous devez savoir ça. D'ailleurs, pour ceux qui seraient curieux, donc l'ammoniac, et bah, la molécule de l'ammoniac, donc la formule d'ammoniac précisément c'est NH3, ok. Voilà. Après vous avez propane, vous avez tout plein d'autres molécules que vous apprendrez en seconde. Donc vaut mieux avoir appris ça en fait dès la 4e, hein. Comme ça au moins vous êtes tranquille en seconde quand vous devrez apprendre le propane ou ces choses là, ok. Surtout qu'en seconde le boulot en physique c'est pas le même boulot qu'au collège, hein. Le boulot en physique est déjà plus intensif. En collège encore la physique, il y en a qui s'en fichent. Surtout dans mon collège je me reconnais. Enfin, je me reconnais. Non, moi je me reconnais pas puisque je bosse la physique. Mais je veux dire, j'en connais certains qui bossent pas la physique, ok. Donc voilà, au collège encore ça va, la physique si vous bossez pas trop. Par contre, oui, au lycée, là, si vous commencez à grandir en physique, là ça va plus trop. Alors là, c'est pareil, je vous parle du sujet donc de physique, je vous parle de la physique au lycée. Mais la physique au lycée, faut pas non plus être angoissant en se disant, waouh, c'est dur la physique au lycée. Non, faut juste suivre un petit peu, faut suivre comme au collège. Et surtout, il faut beaucoup travailler en fait. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas habitué à bosser, bah, vous allez avoir du mal, quoi. Mais après, si vous êtes habitué un petit peu à bosser, bah, faudra éventuellement bosser un petit peu plus. Mais voilà, globalement, il faut savoir bosser, c'est tout. C'est juste une question de volonté et de savoir bosser. Donc, bon, la physique au lycée, c'est pas non plus l'horreur, hein. Franchement, bon, c'est plutôt pas mal aussi. C'est juste que les choses vont devenir de plus en plus abstraites, ok. C'est-à-dire on va rentrer dans l'abstraction des choses, donc du coup bah on va plus piquer quoi. On va plus piquer qu'au collège, hein. C'est comme les profs de maths qui vous disaient en 6e, ah bah 5e, 4e ça va commencer à piquer. Vous allez plus revoir, il y a des choses que vous allez plus revoir. 6e c'est la révision de CM2. Là, 5e, 4e, 3e, vous avez pu le constater quand je fais mes vidéos, on va beaucoup plus vite, ok. Il y a des choses, j'explique même plus d'ailleurs dans mes vidéos, comment on passe au niveau des signes et tout. Bon, du coup, maintenant parlons des dimensions dans l'espace. Dans l'espace ou dans l'univers, comme vous voulez, les unités telles que le kilomètre ou le mètre ne sont pas adaptées. Dans ce cas-là, on va utiliser une autre unité qui s'appelle l'année-lumière. Une année-lumière, d'ailleurs, c'est tout simplement la distance parcourue par la lumière en un an, ok. Et donc, cette année-lumière est notée C. On vous rappelle également que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Donc, première question numéro 3, donc, on vous demande de rappeler la formule liant vitesse, durée et donc, distance, ok. Expliquez rapidement la formule. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça rapidement, ok. Donc, du coup, on va revenir à la question 3. Donc ici, pour la formule, j'ai rappelé que V est égal à D sur T, que V correspond à la vitesse, D à la distance et T le temps, ok. Voilà, donc c'était vraiment pas trop compliqué. Deuxième question, question numéro 4. Sachant que le Soleil se situe à 150 millions de kilomètres de la Terre, calculez le temps que met la lumière pour nous atteindre. C'est-à-dire, en gros, on nous demande combien de temps la lumière du Soleil, qui part du Soleil donc, arrive sur Terre. Combien elle met de temps. Très simple, on rappelle que V est égal à D sur T. Ensuite, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Attention, ici vous avez une vitesse en km par seconde. Dans ce cas-là, la distance est en kilomètre, le temps en secondes, ok. Donc là, on aura éventuellement des petites conversions à faire. Donc là, il faut juste être à l'aise avec les durées en fait. Donc on rappelle la formule, V est égal à D sur T, on remplace vitesse 300 000, distance 150 millions, oui, divisé par T. On cherche T, donc on fait T est égal à 150 millions, divisé par 300 000. Là, j'ai fait des petits traits, c'est pour simplifier en réalité le calcul. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver, en faisant le calcul, avec du 1500 divisé par 3. Ce qui fait que T est égal donc à 500 secondes, soit à 8 minutes 20 secondes, soit à 60 multiplié par 8, 480, plus 20.
Voilà, d'où ça sort les 500 secondes, qui est égal à 8 minutes 20. Donc du coup, la lumière du soleil met 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Avant-dernière question, on vous demandait également de compléter le schéma du système solaire. Donc là, bon, c'est le genre de questions qui sont pas trop demandées au brevet, parce que généralement on sait ça avant. Mais bon, on pourrait très bien vous demander, puisque ce n'est que la première année. La première année où j'ai vu le brevet, on vous demandait de compléter un schéma, je crois, je me rappelle plus c'était quoi. C'était en gros un système qui parlait d'énergie en tout cas. Et donc vous avez des barres, ou des tuyaux avec des pressions hydrauliques ou des choses comme ça, ok. Donc je me rappelle plus c'était quoi. Ça devait être une centrale de quelque chose, mais je me rappelle plus, ok. Je crois que c'est une centrale thermique, si je me rappelle. Mais bon, vous pourrez regarder le sujet, mais en tout cas donc c'était une centrale comme ça. Donc bon, on peut s'attendre à d'autres schémas comme ça, du style. Donc compléter le schéma du système solaire. Donc ici je rappelle pas grand chose. Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, tout ça c'est les planètes telluriques. Entre Mars et Jupiter, vous avez une ceinture d'astéroïdes. Les planètes gazeuses, telles que Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et après donc les planètes dites naines, telles que Pluton. Les planètes gazeuses d'ailleurs sont appelées également géantes gazeuses. Ah oui, donc ça, pareil, vous pouvez également dire les deux. Bon, dernière question que nous allons faire très rapidement, avec des documents de vos connaissances, répondre à la question de Lou. Donc là, vous avez 9 points, facile. Donc là, moi, je vais vous dire comment j'ai répondu à cette question. Là, franchement, ça ne demandait pas un grand texte, parce que franchement, la question était plus ou moins facile. C'est-à-dire, la réponse était à moitié dans les documents, et à moitié, donc, tout simplement dans vos connaissances. C'est-à-dire, vous le savez déjà. Donc, l'univers s'est formé, et donc il a 13,7 milliards d'années, suite à une explosion appelée le Big Bang. Celle-ci donc a permis la formation d'atomes, de molécules et d'objets célestes, tels que les planètes et galaxies, ainsi de suite. Mais néanmoins, notre univers est constitué de plusieurs choses, telles que de galaxies, d'étoiles, de planètes, de satellites, de comètes et d'astéroïdes, de systèmes stellaires, donc des systèmes autres que le système solaire, et d'amas. Ok, donc les amas, c'est un ensemble de galaxies. Voilà. Donc voilà comment moi j'ai rédigé ma synthèse. Vous pouvez la rédiger autrement, ok, mais du moins il faut que votre synthèse regroupe deux choses et qu'elle réponde à deux questions. Première question, quel est l'âge de l'univers et comment s'est-il formé éventuellement, ok. Voilà. Et ensuite deuxième question, de quoi il formait l'univers, ok. Voilà. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une longue synthèse comme ça, mais bon, faut que ça regroupe les deux en tout cas. Voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui était un petit peu longue, je sais, comme toutes les vidéos brevet. Mais donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques. Et sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.